Bonjour et bienvenue, je suis très heureuse d'être avec vous ce matin. Nous sommes jeudi 18 janvier 2024 et comme chaque jeudi, nous commencerons notre émission Bonjour d'Algérie avec Mina Abed et l'agenda culturel. On repartira ensuite vers la décoration. Nous aurons notre collègue Hamza Djelleb. Lui nous parlera d'architecture d'intérieur et de décoration. Il nous dira tout sur ce monde merveilleux. Nous resterons toujours dans l'art. Nous recevrons Amina Hamouten et Zahia Guelimi. Donc Amina Hamouten a préparé donc une exposition qui se déroulera à la galerie Dar el-Kenz. Elle se nomme Passion d'argile. Elle nous parlera sur sa passion et sur cette exposition qui ouvrira ses portes le 27 janvier. De là, on passera ensuite à tout ce qui est multimédia. Nous recevrons Sid Ahmed Malou, donc il est concepteur et en fait il prépare des contenus multimédia sur tout ce qui est marketing. Il sera là donc ce matin pour nous parler de son site qui s'appelle Rana Maa, qui nous en dira un peu plus tout à l'heure. Et nous finirons bien entendu avec notre collègue Sid Ahmed Bouraïb. Lui nous fera le point sur le sport avec la CAN 2024. Voilà pour ce matin. Et bien entendu, toujours nous démarrons avec les nouvelles du ciel avec Mina Abed. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Mina, bonjour. Bonjour Marie, bonjour à tous. Comment vas-tu? Ça va. Chaudement? Chaudement. Oui, Chaudement. justement, tout le monde se plaint de la chaleur. On est en train d'éteindre les radiateurs. La semaine dernière, tout le monde se plaignait du froid et puis cette semaine, tout le monde se plaint de la chaleur. Ouais, je pense qu'il vaut mieux se plaindre de la chaleur et pas du froid, n'est-ce pas? Oui, puisque c'est le moment, c'est l'hiver. Hein. Oui. Hier, ma fille me dit, maman, on dirait que je crois que cette année, l'hiver a été annulé. Non, j'espère que non. Non, mais ça va, on a eu quelques jours où il a fait très très froid et j'espère que ça va revenir. Espérons. Alors, quel temps il va faire aujourd'hui, Mina? On va le découvrir tout de suite. Alors, bonjour à tous. Et bien, beaucoup de brouillard, de la brume, des nuages bas ce matin, notamment vers la partie ouest. Et puis le ciel restera dégagé tout au long de la journée sur l'ensemble des régions côtières. On aura un ciel plutôt voilé vers les régions intérieures et puis sur la partie sud, voilé également sur la Saoura, le sud-ouest, le Nord-Sahara et les oasis avec de fréquents soulèvements de sable qui vont remonter jusque vers les régions intérieures, notamment celles de l'ouest. Les températures de cet après-midi, eh bien, on entrera sur la moitié nord des températures, toujours en hausse avec 21 degrés du côté d'Alger, 22 degrés à Oran, on notera 21 degrés du côté de Annaba, ainsi qu'à Chlef-Rilizen, on notera jusqu'à 28 degrés à Tlemcen, 22 degrés à Djelfa, minimum de 18 degrés à Constantine, Sétif, 19 à Al-Biyad el-Hama, on notera 24 degrés à Gardaya, 21 degrés à Bachar, 28 à Tindouf, 25 à Darar, 26 à Insalah et enfin 31 degrés pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. Eh bien, on notera une mer très agitée vers la partie est, agitée sur le centre et calme, peu agitée vers les côtes de l'ouest avec des vents entre 10 et 20 km/h vers les côtes de l'ouest et entre 40 jusqu'à 50 km/h sur le centre et l'est. On passe tout de suite au continent africain pour cette journée. Eh bien, beaucoup de pluie du côté de Nairobi, Kinshasa ou encore Abidjan. Un ciel dégagé à Bangui ainsi qu'à Addis Abeba. Côté température, eh bien, on notera 24 degrés à Lusaka, 23 à Nairobi, 24 degrés à Addis Abeba et enfin 33 degrés à Abidjan. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا
نصنع المستقبل. Mina, merci beaucoup pour ce point météo. Merci. Donc on te retrouve tout à l'heure à midi. Tout à l'heure à midi, oui. Très bien, merci Pour beaucoup. plus de détails. Plus de détails. Très bien, merci beaucoup. Et on continue en musique avec Roula Qadri qui nous... Oui, c'est ça, Roula Qadri. La Toubali à Raza. On apprécie et on revient juste après. الأسوار يتسلل بين النار زرعت فيه الآلام بعزيمته آثار وتسامى بالإيمان الصادق بل كالمارد صار بثبات رغم سكات وصمود رغم دمار لن نخضع لن نركع De retour sur notre plateau et tout de suite, c'est le moment de l'agenda culturel avec Mina Abd. Alors, qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi, des sorties cinéma. Ah, génial. Ça y est, tu connais. Hein. Mais Tu sinon, connais quelques le- concerts, quelques vernissages Super. également. Super. Donc, on commence avec un hommage. Un hommage sera rendu au journaliste et écrivain Meziane Farhani Arbi, décédé en 2023. Donc, un hommage, lui, sera rendu aujourd'hui à partir de 18h du côté d'Artissimo. On continue avec quelques concerts Chabé, donc pour les amateurs de Chabé. Marwan Zahraoui sera en concert demain, vendredi, à partir de 20h au centre culturel. Haroun Rachid du côté de Oued Quraish et Kamel Belkhirat sera également en concert demain aussi, vendredi, donc toujours à partir de 18h au niveau de l'espace culturel du côté de Douera. On continue avec donc voilà l'affiche de Kamel Belkhirat. Donc je le rappelle, concert à partir de demain au niveau de l'espace culturel de Douala à partir de 20h. On continue avec une rencontre littéraire avec l'écrivain Faisal Beljilali autour de son livre 2084
4, l'état des gens. Donc ça va se passer le lundi 22 janvier à partir de 15h au niveau de la bibliothèque Sophia à Oran. On continue toujours avec une autre rencontre littéraire avec l'écrivain Malek Amirouche. Ça va se passer le samedi 27 janvier à partir de 15h, toujours à Oran au niveau de la bibliothèque Sophia. On continue, Mariam, avec le spectacle de l'Opéra d'Alger en solidarité avec le peuple palestinien. Donc ça va se passer ce samedi à partir de 18h30. Donc au niveau de l'Opéra Boualem Bessayah, les ventes de tickets restent toujours... Vous pouvez toujours acheter vos tickets ou sur la plateforme, sur le site internet de l'Opéra d'Alger, ou vous déplacez carrément au niveau de l'Opéra d'Alger. Il reste encore une centaine de tickets. Ah, très bien. Donc voilà, c'est l'idéal. Avis aux amateurs. Avis aux amateurs. On continue avec le vernissage de Abderrahman Azougli sous le thème Couleurs chaudes pour des âmes tourmentées. Ça va se passer le samedi 27 à 16h au niveau de la galerie Mohamed Rassim. Et on termine comme d'habitude avec les nouveautés cinéma de la semaine. Tu m'as fait peur. Je me frotte les mains, sortie cinéma. T'es contente? Ah oui, oui, oui. Donc alors ça va être pour les amateurs de films d'épouvante. Donc le premier film, Night Swim. Donc Myriam, de quoi un petit peu... Me faire peur. Oui. Hein, avoir quelques frayeurs, des sueurs froides peut-être. Ouais, exactement. D'accord. Surtout si tu aimes les piscines ou la mer. Donc de quoi avoir peur. Et le deuxième film, Vermine. Alors je le déconseille carrément aux arachnophobes. Ah, oui, oui, les araignées, oulala. C'est Voilà. vrai que donc, c'est... même l'affiche te donne un petit aperçu du film. En fait, il y a un film qui m'avait terrorisée quand j'étais petite, ça s'appelait La Veuve Noire. C'était parmi les premiers films où c'était comme ça, une araignée géante qui mangeait les humains. Bon, là, c'est pas des araignées géantes, heureusement. Mais ça reste quand elles sont en nombre, elles sont toujours aussi effrayantes, petites soient-elles. Mais ça reste toujours des petites araignées. Donc, si vous êtes arachnophobe, je vous déconseille carrément ce film. D'accord. Voilà un petit peu le programme de la semaine. Très bien. Et donc, ça sera tout pour cette semaine, Nina? C'est tout pour cette semaine. Très bien, merci beaucoup. Donc, je vous propose de suivre un sujet et on revient juste après. C'est sous les voûtes Erdine au sein de l'amirauté d'Alger que l'artiste peintre Kemal Nour expose ses œuvres, des œuvres qui s'intéressent au patrimoine et au sein de la vie quotidienne d'Alger. Ces toiles, mélange magique de couleurs et de teintes chaudes et harmonieuses, célèbrent l'Algérie à travers le soleil éclatant du pays, la mer Méditerranée et ses maisons blanches. L'artiste ne se cantonne pas à une seule thématique. Il diversifie son imaginaire. Il aborde plusieurs sujets, dont la Casbah d'Alger, et d'autres scènes inspirées des lieux visités qui ont eu une emprise sur son inspiration, à l'exemple de l'amirauté d'Alger. جاتنا هذه الفرصة باش نشوفوا متحف لاميغوتي فوالا بون شفنا نبدا من التاريخ تاع بلادنا سيتي تري انتريسون و اون بليس انا سيت اون ديكوفيرت تانيك تاع ان بانتر الجيريان اللي ما كناش نعرفوه سي بيان كمال نور عجبتنا بزاف الخدمه ديالو سي لا بروميير فوا اللي نجي لهنا عجبني الحال لو بانتر يعطيه الصحه سي لا بروميير فوا كو جو ديكوفر لي طابلو تاوعو دار خدمه ما شاء الله اي ميم لي طابلو تاوعو يسون فاريي خدمته شابه جيسبيغ يعاود يدير واحد اخرين يدير في بلايص واحد اخرين ماشي غير هنا. Le regard du visiteur est saisi par tant de couleurs qui structurent la surface des tableaux, des couleurs qui s'illustrent tant par leur finesse
que par leur limpidité virginale. De cette limpidité émane une lumière avec une splendeur solennelle. Kamal Nour affectionne particulièrement les grands formats, offrant ainsi une plus grande liberté à son expression. L'artiste peint l'immensité de l'Algérie. Je suis très heureuse d'être venue et d'avoir visité ce musée et d'avoir découvert le patrimoine et le paysage algérien sous de nombreux tableaux colorés et animés, faits et dessinés par l'artiste Kamel El-Nour. Et j'ai pu découvrir une nouvelle partie de l'histoire de notre patrimoine algérien. Je trouve que c'est une chance d'avoir ce genre de musée, Fidzaïr, pour découvrir notre patrimoine et notre richesse culturelle. Et ces tableaux sont vraiment magnifiques et représentent très réellement la beauté de l'Algérie. Ces peintures sont des créations dont le processus est nourri par des sentiments, des poésies et d'expériences personnelles. C'est cela qui fait la richesse picturale de l'œuvre, que l'artiste s'emploie avec autant de sincérité que de passion à partager avec le public. Cette exposition offre une occasion unique de plonger dans l'âme de l'Algérie, capturant la beauté méditerranéenne, une beauté qui nous fait voyager dans un univers de formes et de couleurs sans limite. Une très très belle exposition à voir et c'était un sujet signé Hamid Rbouh. Et comme je vous l'avais annoncé tout à l'heure, nous avons une nouvelle rubrique et j'ai le plaisir de recevoir Hamid Djellab. Bonjour. Hamza Djellab. Comment je suis encore restée sur notre collègue Hamid Rbouh. Comment allez-vous? Je vais bien, alhamdoulilah. On va se tutoyer puisque tu fais partie maintenant de la famille de Bonjour d'Algérie. Merci, très honoré. Chaque jeudi, tu nous parleras d'architecture, de décoration d'intérieur et un peu plus, donc pour mieux comprendre ce monde. Voilà, bonjour, bonjour nos téléspectateurs, très heureux d'être parmi vous. Inch'Allah, ça sera une rubrique qui va aider les gens à bien décorer leur maison, leur chez-soi, pour qu'il leur ressemble. Et je pense que l'être humain, dès l'homme des cavernes, décorait les cavernes. Même les oiseaux décorent leur nid. Donc faire de la décoration, c'est un besoin, c'est pas une passion, c'est un besoin humain. C'est un besoin parce qu'en fait, c'est notre lieu de vie et en fait, une espèce d'énergie s'opère quand la décoration est faite, est adaptée. C'est vrai. Même quand on change un meuble de sa place, juste, pardon, on ressent cette énergie positive, Yani. On dirait que l'espace s'est métamorphosé, non seulement transformé, mais métamorphosé. Alors, la première question que je voudrais te poser, est-ce que quand on veut, par exemple, décorer notre intérieur, doit-on le faire seul ou faire appel à un professionnel? On fait comment? Justement, il ne faut pas faire cette erreur, à mon avis. C'est bien de s'inspirer des revues de décoration, c'est bien de voir quelques vidéos dans l'Internet, etc. Mais c'est une science, la décoration est une science carrément, et un art et une science. Donc il ne faut pas faire cette erreur de décorer soi-même, parce qu'on risque de faire des erreurs. Et l'erreur, la décoration, c'est un peu une erreur grave, fatale peut-être. Très bien. Une erreur grave, c'est pas en fait une erreur, on va dire, allez, une faute de goût, ça peut passer, mais en fait, c'est que de temps en temps, on peut carrément rendre notre espace limite invivable. On va peut-être se sentir à l'étroit, peut-être que les couleurs ne vont pas correspondre. C'est pour ça qu'il est important de faire appel. Voilà, parce qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu. L'essentiel dans la décoration d'intérieur, c'est le confort de l'être humain. Très bien, voilà. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est d'abord une question de confort qu'une question d'esthétique. Exactement. L'esthétique fait partie de ce confort. Donc, l'esthétique, c'est pour l'œil, enfin, c'est pour faire beau, pour quelque chose qui doit être joli, qui doit être... Mais ce qui est le plus important, c'est peut-être la fonctionnalité. Oui, entre autres. Donc, la fonctionnalité,
comme dit le célèbre architecte Vitruve, enfin, il dit que pour faire une belle architecture, il faut 3 choses. Utilitas, fermitas et venustas. Venustas, c'est la beauté, c'est l'esthétique. Il faut aussi la sécurité, il faut aussi la fonction. Donc on a 5 sens. Il faut qu'on met les 5 sens pour le confort total. Entre autres, le confort thermique, le confort acoustique. Alors que généralement, on commence directement par le confort de l'œil. Hein. C'est tout ce qui est esthétique. Oui, enfin, on est là, oui. plus ce qu'on va voir, vrai. on se fie à ça, alors que pas que. Pas seulement ça. Même si vous êtes dans un endroit très bien décoré, mais vous avez froid ou trop chaud, par exemple, là, une nuisance sonore, on ne va pas se sentir bien à l'intérieur. Donc c'est un tout. Il faut prendre la question de la décoration en tant qu'un tout, et non pas d'une manière fragmentée. C'est l'erreur que font les gens en général. Est-ce que pour commencer, il faudrait d'abord déjà savoir la position de l'appartement ou de la maison? Est-ce qu'on est plein sud? C'est une très bonne question. Oui. Plein nord? Est-ce que c'est important? L'implantation de la bâtisse, l'orientation de la bâtisse, très important. On ne décore jamais de la même manière une façade orientée vers le sud comme une façade orientée vers le nord. Parce qu'en fin de compte, vers le sud, on a entre autres le rayon solaire, et vers le nord, non, on n'a que l'éclairement, on n'a pas le rayon solaire. Et c'est différent, donc un lieu de vie qui est, on va dire, qui est plein sud, donc c'est un appartement ou une maison qui aura le soleil dès le matin, dès le lever du jour. Voilà, très et bien. En fait, une autre maison, peut-être plein nord, ça sera peut-être en fin d'après-midi, ça sera vers l'après-midi qu'on aura peut-être... Au nord, on n'a pas le rayon solaire, du tout. D'accord, on fait comment quand on n'a pas de... C'est ça l'ingéniosité du décorateur, de l'architecte décorateur. C'est-à-dire, d'ailleurs, on ne peut en aucun cas faire de la décoration si on ne fait pas cette étude. Très bien, donc j'appelle moi l'étude bioclimatique. Comment qu'on est situé. Voilà. On appelle ça la course apparente du soleil. Donc le comportement du soleil à l'intérieur. Le choix des couleurs, leur brillance, ou par exemple des couleurs qui doivent transporter la lumière là où on veut. On va vers les couleurs claires si on est au nord. Maintenant, s'il y a trop de soleil, on va vers les couleurs sombres. Donc il faut faire la simulation du soleil à l'intérieur. D'ailleurs, c'est une approche fausse, c'est une fausse approche si on fait de la décoration, de la conception pour la décoration, et on ne fait pas cette étude. C'est une faute grave. On ne peut ni choisir les couleurs, ni les textures, ni même le meuble, hein, si on n'a pas cette étude. Donc la réflexion des meubles, la réflexion des textures, leurs couleurs, leur brillance, tout ça, hein. Donc ça sera une erreur. Alors quelle est la différence? Parce qu'en fait il y a plusieurs appellations, on dit architecte d'intérieur, on dit designer, on dit décorateur d'intérieur. En fait c'est quoi on va dire l'appellation exacte, ou quelle est la nuance entre ces trois appellations? L'architecture, c'est on prend la bâtisse dans son environnement. Donc la bâtisse, quand on dit bâtisse, donc ça peut être de l'habitat, donc les habitations, d'un appartement à une villa, même dans une promotion, dans un bâtiment. Donc dans son environnement, il y a l'environnement sonore, l'environnement thermique, le comportement du soleil, et il y a aussi le vis-à-vis. Donc l'architecture, c'est l'étude de tout ça, donc la bâtisse dans son environnement. Après cela, on fait l'architecture de l'intérieur. L'architecture de l'intérieur, c'est la composition architecturale spatiale de l'intérieur pour que ça fonctionne bien, même techniquement. C'est-à-dire le rassemblement des espaces qui ont la même fonction. Par exemple, les espaces humides dans un endroit pour permettre le bon fonctionnement, l'évacuation des eaux pluviales, l'acheminement de l'eau vers ces endroits. Donc l'espace humide, l'espace sec, on a l'espace servi, l'espace servant, on a l'espace intime, l'espace moins intime, il y a des espaces. Donc la bonne répartition plutôt des espaces à l'intérieur, ça c'est l'architecture de l'intérieur. Le design d'intérieur, c'est plutôt la modélisation
des 3 composantes de l'intérieur, qui sont en fin de compte les sols, les murs et les plafonds. On n'a que 3 à l'intérieur, on n'a pas plus. On a les sols, les murs et les plafonds. Il faut les prendre en tant qu'un tout, il ne faut pas les fragmenter dans l'idée de la conception. Donc, quand on les modélise, c'est ça le design en fin de compte. On peut dire par exemple une chaise, ça peut être comme celle-là, ça peut être comme celle que vous avez. Donc la fonction c'est s'asseoir, mais le design diffère. Donc la modélisation de la chaise diffère. C'est ça le design d'intérieur. Très bien. Donc on peut modéliser les sols. On peut faire des dépressions, par exemple, des surélévations. Les murs aussi. Les murs, pas nécessairement qu'ils soient rectiles. Tout en gardant des normes. Oui, bien sûr. Mais en parlant du design, donc même le faux plafond, il peut être surbaissé, il peut être... Justement, c'est quelque chose qu'on revoit très souvent maintenant. Hein, oui, avec tout ce qui est placo-plâtre, avec les nouvelles méthodes. Oui, donc aussi beaucoup de spots. On va plus... je pense que tu vas nous réserver sûrement une rubrique entière aux luminaires, aux spots, à la luminosité dans les maisons. Ça aussi, c'est carrément... on va dire, un point de vue qu'il faut prendre en compte et que la personne lambda ne saurait pas. Ah oui, bien sûr. Il y a tout l'éclairage diurne et nocturne, donc c'est tout. On en parlera. Très bien. Pour terminer, la décoration d'intérieur, par contre, c'est les accessoires, c'est les couleurs, c'est les meubles, c'est les textures, c'est tout ça. C'est tout ce qui est meuble quand on dit... Voilà, quand on parle de la décoration d'intérieur, il faut d'abord faire l'étude architecturale, après l'architecture de l'intérieur, le design d'intérieur, pour arriver à la décoration d'intérieur. Il y a des gens qui commencent d'emblée par décorer et choisir les couleurs, la peinture. D'ailleurs, il y a des gens qui ne peuvent pas faire la différence entre la couleur et la peinture. Hein. Oui, voilà. Oui, la couleur c'est une chose, la peinture c'est autre chose. C'est carrément autre chose. Nous on dit je vais faire la peinture. Voilà, donc mettre des couleurs, choisir des couleurs d'après notre goût, d'après ce qu'on a envie. Et en fait, c'est pas vraiment la bonne méthode à appliquer. Non. Même aussi par exemple aller choisir des meubles avant qu'on va dire que le choix n'a pas encore été fait, ou ce qu'on va mettre par exemple le salon. Est-ce que c'est important de savoir où placer son salon, les chambres, la pièce à vivre? Eh bien oui. Comme j'ai dit tout à l'heure, les espaces intimes doivent être un peu décalés, chiffre l'entrée, ça. Donc il faut bien savoir les placer. Mettre la cuisine, par exemple, à côté du séjour. En parlant du salon, je préfère dire séjour. Oui, séjour. Parce que pièce de vie. La pièce de vie, c'est donc il y a l'espace de vie, l'espace jour d'ailleurs. Il y a l'espace nuit. Donc on ne peut pas les dissocier en fin de compte. On ne peut pas faire de la décoration sans cette étude complète, totale. On ne peut pas dissocier les choses. On ne peut pas les fragmenter. Il faut les prendre en tant qu'un tout. C'est pour ça que j'ai dit que c'est une science en fin de compte, entre autres art. Mais c'est une science. Hein. Les grands décorateurs du monde le font comme ça. Hein. Très bien. Alors, par exemple, pour le choix des meubles, on a toujours tendance un petit peu à vouloir suivre la mode, à vouloir suivre les tendances. Est-ce qu'on est obligé, la mode est on va dire, aux meubles norvégiens ou des pays du Nord, nordiques. Est-ce que obligatoirement, ça ne peut pas s'adapter, ou au contraire, on peut oser, par exemple, faire des choix comme ça? Écoutez, c'est très facile. Bon, pour le choix des meubles en général, en parlant des styles d'abord, il faut faire la différence entre un style, une ambiance et un pattern. Voilà, il faut donc il y a une différence. Il y a une grande différence, oui. Un style, il est préétabli. D'où toutes ces caractéristiques, on ne peut pas sortir de ces caractéristiques. Dans les couleurs, les formes des meubles, les textures, tout ça, on ne peut pas sortir. C'est préétabli. Quand on dit par exemple un style Louis XIV, il a ses caractéristiques. Qu'il faut suivre, ou sinon c'est une faute. Ben oui, il y a des gens qui disent je suis en train de faire tel ou tel style norvégien comme vous venez de le dire, style minimaliste, mais ils sortent des caractéristiques. Là, c'est pas le style. C'est l'âme du style peut-être, mais c'est pas le style.
Il y a des gens aussi qui nous sollicitent en tant qu'architectes. Ils nous disent faites-nous un style classique. Style classique, hein? Faut-il avoir premièrement les moyens? Et faut-il trouver ces meubles? Il y a même des meubles dorés avec de l'or, carrément. Avec de la haute ébénisterie. Hein? C'est des détails. Faut-il trouver les artisans pour ça aussi? Hein? C'est pas donné. Donc le style il est préétabli. Il est préétabli. Alors, quels sont les styles en ce moment? Ou est-ce que le blanc, par exemple, quand on a un intérieur, est-ce que le blanc est toujours encore d'actualité? Le blanc le sera toujours. D'accord. Ce que je leur dis, c'est toujours pour moi, c'est comme une toile de fond en fait. Quand Oui, on met du blanc, c'est comme un artiste qui prend sa toile, elle est blanche, et là on peut faire ce qu'on veut. Voilà. Pour résumer le choix des couleurs, pour nos téléspectateurs, pour qu'ils aient cette information, c'est important. En général, on prend 70% de la couleur. Quand je parle de la couleur, ce n'est pas seulement les murs et les plafonds. Hein. D'accord, donc on prend en compte le meuble, sol. tout ça. Le sol, et même les meubles, les accessoires, les rideaux, tout ce que vous voulez. 70%, c'est les couleurs ocre. Ça, c'est ocre. Ocre, voilà les couleurs de la terre, couleur ocre. Mais le blanc, le gris et le noir, ça, c'est des couleurs qui nous aident à faire les contrastes et tout ça. On ne les compte pas. Donc, les beiges, les marrons, le bleu ciel, les couleurs ocre. Okay? Pour 70% des couleurs intérieures. Les 30%, c'est les couleurs vives. On met ce qu'on veut, les 30%. Quelqu'un qui aime l'orange, mais 30%, pas plus. Très bien. Donc les autres couleurs, 30%. Donc, cette règle est valable pour... Même si vous regardez les grands hôtels connus dans le monde entier, etc., vous allez remarquer que 70% c'est les couleurs ocre. Après, pour les jeter, les coussins... En fait, ça va aller juste comme ça va être des touches de couleurs. Voilà, des touches de couleurs pour donner une vivalité à l'espace. Qu'il ne soit pas laide, pour qu'il ne soit pas... D'accord. Moi qui suis une passionnée de plantes et qui ai toujours aimé ça, est-ce que les plantes peuvent servir de décoration dans une maison? Oui, bien sûr. Une maison sans plantes, c'est une maison triste, je pense. Oui, donc, je dis toujours qu'il faut faire pénétrer à l'intérieur au maximum les 3 éléments de la nature, de la vie. Le soleil au maximum, l'eau aussi, l'entendre, le voir, ou les deux, c'est mieux, et les plantes. Donc, intégrer ces 3 éléments, le soleil, le rayon solaire, l'eau et la lumière à l'intérieur, votre intérieur sera très agréable. Donc, avec des plantes, rentrer un petit peu de la vie, remettre de la vie dans nos intérieurs. Pour moi, un appartement où il n'y aurait pas de plantes, ça serait triste et ça manquerait on va dire, de vie. Pour moi, ça manquerait de vie. Oui, c'est ça. Et puis la plante, elle change de forme à travers le temps. C'est vrai qu'il y a une évolution, la voir grandir. Voilà, la voir grandir, c'est très beau à voir les plantes. On pourra faire toute une rubrique un jour sur les plantes d'intérieur. Et puis le jardin aussi, c'est la suite pour les gens qui ont des villas. Donc aujourd'hui, on a juste planté le décor et ensuite, chaque jeudi, on fera vraiment thème par thème pour un petit peu guider le téléspectateur dans ses choix ou dans surtout les erreurs à ne pas commettre. Parmi les erreurs à ne pas commettre, il ne faut pas aller chez les gens qui vendent la peinture pour leur demander comment on fait la peinture de la maison. Ça, c'est une erreur. Parce qu'eux, ils ne connaissent pas toutes les contraintes, l'orientation de votre maison, comment elle est faite par rapport au comportement du soleil, ils ne le savent pas. En général, quand on veut faire de la peinture, c'est l'effet de la couleur en fin de compte, la peinture. Pour simplifier à nos téléspectateurs, il y a 3 types. Il y a les peintures acryliques, les peintures à base d'eau, disons le vinyle à base d'eau. Il y a les peintures à base d'huile, les lacs, peintures laquées, et les peintures décoratives ou la pâteuse. Toutes les patines qu'on utilise. Voilà. Donc il y a 3 types. Mais il faut que vous ayez un plan carrément de peinture
Très bien. Espace par espace et façade d'intérieur par façade d'intérieur. Eh bien, on va aller pas à pas avec toi, Hamza Djellab. Merci beaucoup. Donc, juste pour rappeler aux téléspectateurs, je me permets, je préfère te tutoyer. Hein. Oui, bien sûr. Alors, tu passes sur Canal Algérie, tu passeras aussi donc sur le NTV pour donner toujours des conseils d'architecture et de décoration. Voilà, pour le NTV, le Canal Sadissa aussi, on a une émission qui va être nommée Zer Déco. Super. Voilà, hebdomadaire. Et avec nous à Bonjour d'Algérie, chaque jeudi, tu viendras nous donner des conseils et des choses à ne pas faire, surtout. Oui, Inch'Allah. Voilà. Très bien. Merci. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Et tout de suite, je vous amène à Timimoun. En fait, ce n'est pas moi qui vous amène, c'est Naïm Al-Walish qui vous amène à Timimoun, à la découverte de Qsar dans cette région-là. On regarde et on revient. Ce qui frappe en premier quand on visite Timimoun, la millénaire oasis rouge, c'est sans doute son architecture. Et le bâti emblématique de cette architecture, c'est le siège de Cap Terre, un ancien caravansérail, aujourd'hui monument classé. Mais les artisans bâtisseurs, il n'en reste guère que deux à Timimoun. Abdelkader est l'un d'entre eux. Artisan formateur, il veille à transmettre à travers les ateliers qu'organise Cap Terre cet art séculaire propre à cette ville réputée route du sel. La matière première pour construire, c'est-à-dire c'est les enduits de terre, est composé par l'argile et le sable fin avec, au mélange avec l'eau. On va essayer de mélanger cette pâte. On va, c'est-à-dire attendre au moins 2 heures, 3 heures de reposer la pâte. Après, on lève la pâte, donc on va essayer de étaler, c'est-à-dire la surface, c'est-à-dire sur le mur. Entièrement construit en briques de terre dont les murs sont sculptés avec des motifs géométriques à symboles variables, ce bâti est une sorte de réplique des vieux Qsar de la ville. Les symboles, ça dépend. Donc il y a les symboles qui ils ont des interprétations. Il y a des symboles jusqu'à maintenant, c'est-à-dire c'est aléatoire. Donc par exemple, si on voit par exemple le triangle, on sait que le triangle, c'est la tête en haut et la base. On dit que sexe masculin. Donc, automatiquement, c'est le triangle, il est sens inverse. Donc, la base, il est en haut et la tête en bas, c'est féminin. Si on va essayer de faire les deux triangles, on va c'est-à-dire coordonner les deux triangles, il y a on a un losange. Donc, losange, en général, c'est couple. On est dans le siège de Centre algérien de patrimoine culturel Baté, et qui est un monument historique classé comme patrimoine national depuis février 2015 pour des raisons esthétiques et historiques. Parce qu'il est en style néo-soudanais, c'est une raison esthétique. Aussi, on trouve dans les couloirs du centre la sculpture murale sur argile. C'est un savoir-faire ancestral qui se transmet de père en fils, qui contient des symboles inspirés de la nature, de la faune, la flore, de la culture zinette, berbère, africaine, du sud algérien. Sortis de terre, il y a des millénaires, les tout premiers bâtis sont les nombreux Qsor, ces châteaux semblables aux citadelles dominant routes, oasis et infinies ergues occidentales.
Timimoun, c'est une région riche de patrimoine culturel bâti en terre. C'est une région qui est pleine de qsour qui sont construits avec des techniques traditionnelles héritées de génération de génération à des générations. Cette architecture est spécifique à Timimoun par son ancrage dans l'environnement. On a un qsar qui est sur le plan les jardins qui sont la palmeraie et la sebkha. C'est un système écologique qui commençait du Fougara qui règle le qsar, qui est un système de souterrain d'irrigation qui commence de 20 km jusqu'à les jardins de Timimoun, les palmeraies. Donc cette symbiose est finie par la construction d'un qsar qui date en terre, qui date de sa extension extramuros, qui date du 15e à 16e siècle après Jésus-Christ. Fondamentalement écolo, ces constructions fraîches l'été, tempérées l'hiver, sont un modèle d'ingéniosité et de savoir-faire aussi bien transmis qu'enrichi de génération en génération. Un lieu à visiter absolument si vous êtes de passage dans cette région, et c'était un sujet signé Naïma Loualish. Et j'ai le plaisir de recevoir Zahia Guelimi ce matin. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Eh bien bien, puis surtout je suis ravie d'être là, surtout oui. Après quand même 2-3 ans où je ne faisais plus d'exposition vu les problèmes qu'on a eus, le Covid, etc. Et donc c'est vraiment la reprise et je suis contente de la faire avec vous. Une belle reprise, hein. Franchement, oui, une très belle reprise. Je pense que le choix, et puis c'est particulier parce que les gens me connaissent surtout dans la peinture. C'est une galerie d'art, c'est la peinture. Depuis que j'ai commencé, ça fait quand même 28 ans maintenant que la galerie existe. Et c'est la première fois. Donc c'est la galerie d'Arlkens. Oui, voilà, et c'est pas la première fois que je suis sortie de la peinture. C'est-à-dire que j'avais fait une exposition de peinture, parce qu'on va rentrer dans le sujet tout de suite avec celle qu'on va présenter cette fois-ci. Donc par hasard, j'ai vu quelques sculptures, mais c'était en 2005. Ah très bien, ça remonte à loin 2005, quand même. Mais elle faisait ça pour le plaisir. Elle était jeune, elle était étudiante, et j'ai beaucoup aimé. Et puis comme ça, je lui dis, j'ai une expo là d'un peintre. Tu veux pas que j'expose quelques œuvres? Elle m'a dit, ah bon, tu crois, tu es sérieuse et tout? Je dis oui, parce que c'est vraiment superbe. Et donc en 2005, elle a fait sa première exposition avec moi, avec une quinzaine d'œuvres, pas plus. Et aujourd'hui? Combien d'œuvres? Aujourd'hui, il y en a 70. Magnifique. Et puis, bon, évidemment, elle a beaucoup évolué, parce que c'était en 2005. Ensuite, elle a fait une autre exposition en 2014. Pas 2014. Je sais, il ne faut pas que je dise de bêtises quand même. En 2005, ensuite, c'était en 2019. Elle a fait une petite exposition dans une autre galerie. Elle a vu qu'il y avait un certain intérêt. Et puis là, on en fait une, mais très très importante, et avec un catalogue que nous allons avoir le plaisir d'offrir à tous nos visiteurs. On va montrer au fur et à mesure un petit peu donc, les œuvres de Hamouten Amina. Donc, elle n'est pas là ce matin, elle devait être là, elle a eu un empêchement. On la salue, on lui souhaite bon courage dans ce qu'elle est en train d'entreprendre aujourd'hui. Quant à nous, on va parler donc de ses œuvres, de sa passion, donc, qui s'appelle Passion d'argile. En fait, ce sont des petites figurines faites toutes avec en argile. De l'argile, absolument. Alors, on va montrer. Avec de l'argile et puis vraiment des thèmes de chez nous, du terroir. Vous verrez aussi bien les personnages, tout ce qu'elle a fait, c'est toujours avec... c'est comme si elle n'est pas sortie d'un domaine particulier. Vous allez voir, il y a plein de personnages. Et par rapport à leur tenue, par rapport on voit tout de suite d'où ça vient, de quelle région, de quelle période, voilà. Et elle est très très minutieuse. Elle va dans le détail. Et puis des fois c'est tout petit, mais vous ne pouvez pas vous imaginer. Elles sont de combien la hauteur de ces figurines? Écoutez. Il y a les dimensions sur le catalogue. Sur le catalogue. Parce qu'autrement, on ne peut pas s'imaginer. Mais c'est des figurines quand même qui sont comme ça, comme ça. Le plus grand, c'est ça. D'accord, donc pas plus que 20-25 cm à peu près. Et c'est pour ça que nous avons mis, avec chaque sculpture,
on a mis le... Exactement. Donc, 27 parce que comme ça, les 12. gens peuvent imaginer... Effectivement, parce que comme ça, quand on voit comme ça le catalogue, on s'imagine que peut-être c'est grand, mais en fait, c'est petit. C'est plein de petits détails, des détails très minutieux. Oui. Il y a la couleur aussi. Vraiment, c'est la perfection. Moi, je me demande comment elle fait, parce que quand même, elle a eu une carrière elle est pharmacienne, elle a une carrière, elle a géré un grand laboratoire de médicaments. Elle était quand même PDG, c'est pas rien. Et puis, mais cette passion, elle l'a pas quittée tout le temps. Et avec les années, puisqu'en 2005, elle a fait une expo avec moi, elle en fait une maintenant en 2024. Mais évidemment, c'était très beau ce qu'elle avait fait, mais là, elle est allée beaucoup plus loin. Là, en fait, c'est poussé, c'est aller quand même chercher dans tout ce qui est, on va dire, tradition, tout ce qui est patrimoine, puisqu'elle arrive à mêler comme ça ces personnages avec des tenues traditionnelles. Avec les tenues, on reconnaît justement. Exactement. Oui. Et puis, elle est surtout elle est minutieuse. Je crois que le mot n'est pas assez fort. Voilà, donc beaucoup de minutie. Elle arrive à mêler tradition et en même temps modernité. Aussi, la beauté des personnages, en fait, moi, ce que je retiens, c'est en fait ces personnages, bon, peut-être beaucoup de femmes, des hommes aussi. Il y a aussi le côté qu'elle a choisi. Elle sort un petit peu, on va dire, des canons tracés par, de nos jours. Donc, c'est des grandes silhouettes longélines, fines et tout. Là, par contre, ce qu'elle a choisi... Là, c'est la vie de tous les jours. La réalité. La réalité, exactement. Voilà. Donc, l'être humain dans sa simplicité, chacun... Absolument, avec ses formes. Avec ses formes. Exactement, oui. C'est ça qui est bien. Et puis, surtout aussi, je ne sais pas, moi je ne sais pas comment elle fait. D'ailleurs, elle a attiré l'attention même de Temmem, le miniaturiste. Elle était jeune, je crois qu'elle avait une dizaine d'années. Il l'avait encouragée. Il avait déjà continué dans sa passion. Oui. Le talent. Et c'était quand même pas n'importe qui, Temmem. Bien entendu. Bien entendu. Et puis elle a continué, mais elle travaille. Quand vous la voyez, bon, je dis mais comment tu fais pour aller? Elle m'a dit mais ça vient tout seul. Ça vient tout seul, c'est incroyable. Pourquoi elle fait ça aujourd'hui et pas autre chose? Parce qu'il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des animaux. Vous avez vu, il y a vraiment, c'est très varié. Les sujets ne sont pas toujours les mêmes. Justement, non, mais c'est comme ça vient. Et je crois que quand on est comme ça, quand on est une vraie artiste, on ne peut pas dire, bon, aujourd'hui, je vais faire ça. Non, elle s'assoit, puis après, au fur et à mesure, puis c'est petit quelquefois, mais s'il y a des boutons, vous verrez. Surtout l'argile, en fait, il y a des moments où c'est l'argile qui nous mène et ce n'est pas nous qui menons l'argile. Je pense, oui, avec le temps. Je pense avec le temps. Et puis, je crois que tous ceux qui sont dans la création, que ce soit ce qu'elle fait ou que ce soit un artiste peintre aussi, même les peintres, parce que quand même ça fait 28 ans que je travaille avec eux. Justement, vous qui avez une longue carrière dans ce domaine, c'est assez particulier déjà de voir l'argile travailler de cette manière-là. C'est la première fois. Alors, on Chez connaît nous, l'argile. Tout à fait. L'argile, on la travaille depuis très longtemps, ça existe. Dans tout ce qui est ustensiles, dans tout ce qui est carreaux de faïence. Oui, on a vu beaucoup de choses. Figurines. Oui, c'est vraiment la seule à avoir fait ça. Et puis en plus, elle est allée toujours vraiment. C'est pas. Je sais pas si c'est les défis qu'elle se pose, mais c'est toujours plus. Et des fois, moi je suis émerveillée. Je suis très maladroite, j'adore les belles choses, mais vraiment Et je lui dis, mais comment tu fais? Après avoir fait une très belle carrière, quand même professionnelle. Donc elle n'a pas appris. Elle a réussi à allier quand même. Mais non, quand elle travaillait puis qu'elle avait quand même une fonction de PDG, elle n'avait pas le temps. Mais de temps en temps, elle devait certainement le week-end, un truc comme ça, parce que on a envie, quand on a ce. C'est clair. Oui, parce que. Je vous ai dit, l'argile nous appelle. Oui. Je ne sais pas que j'en parle en connaissance de cause. Je vous dirais que je suis quelqu'un qui a toujours aimé l'argile depuis toujours. C'est quelque chose qui m'a passionnée depuis que j'étais toute petite. Et bon, à l'époque, c'était un petit peu de la terre. On va dire, c'est de la base. Mais en fait, c'est vrai qu'on a toujours ce besoin de toucher l'argile et surtout de garder le contact avec la nature. Oui, mais entre le toucher, l'aimer, le machin, mais après, sortir ce genre de choses. Justement. Moi, je suis ébahie. J'ai vu beaucoup de belles choses, surtout dans la peinture, parce que c'est dans ça que je travaillais. Mais quand j'avais vu la première fois qu'elle a exposé en 2005, c'était chez ses parents. J'étais chez ses parents, parce que je les connais depuis très longtemps. Quand j'ai vu tout ça, je dis, mais d'où ça vient? Tu as acheté
tu les as achetés où? Ça, je parlais à la maman, hein. Elle était encore jeune. Et ben, elle m'a dit, mais c'est Amina qui fait ça. Donc, et c'était au début avec de la pâte à modeler. Son père, Allah yarhamou, d'ailleurs, elle lui fait un hommage avec ce catalogue aussi. C'est lui qui lui ramenait de la pâte à modeler. Et c'est grâce à lui qu'elle a commencé à travailler une matière qui se manipule assez facilement. Bon, et donc, c'est resté. Alors imaginez, elle avait 5 ans. À 8 ans, elle rencontre même et il voit ce qu'elle a fait. Il était émerveillé, il a encouragé. Aussi, hein, quand on est jeune, rencontrer un personnage comme tel. Je pense que ça doit booster la personne. Oui. Et puis ça marque, elle dit, si lui dit que c'est bien, bon, et elle avait du plaisir. Elle avait beaucoup de plaisir à le faire. Et elle a toujours du plaisir jusqu'à maintenant. Hein. On va encore montrer au télé. Alors là c'est pour ça que vous disiez que. Alors là, on voit des animaux. Un lion. Voilà. Et comment on appelle ça? Un crocodile. Un crocodile. Voilà. Oui, non, ça a des très chiens, joli. Chats. On a même l'impression qu'il y a une espèce d'effet vert, un peu de transparence aussi. Oui, puis il y a même qu'elle a réussi à. Mais là, elle a collé. La terre crue. Là, elle a collé. Quelquefois, elle colle des. Comment on appelle les morceaux de verre là? D'accord, comme des mosaïques, des petites. Mosaïques, voilà. Oui. Il y a de la mosaïque sur certaines œuvres. Hein, comme pour l'animal, là, le truc vert, c'est pas de la pâte à modeler. Bon, c'est de la pâte à modeler, la base, mais quelquefois, même des robes de femmes et tout, elle colle. Oui. D'accord. Donc, elle réussit à incruster, donc c'est quand même des incrustations. D'abord avec beaucoup de droité, et puis surtout de doigté, et en plus très harmonieux, quoi. C'est jamais. On ne se dit pas, oh, elle n'aurait pas dû mettre ça. Moi, je l'ai feuilleté je ne sais combien de fois. Bon, voilà. Regardez. Alors, celle-ci, j'aime beaucoup. Voilà comment en fait, on peut. En fait, elle vogue à travers son imagination, à travers ses inspirations. Alors là, nous avons des scènes, on va dire, c'est des scènes de vie. Oui, c'est une jeune femme qui est assise sur un fauteuil, une jeune femme très décontractée. Voilà, le décontracté, la manière dont elle est assise, absolument, la couleur qu'elle a choisie. Même l'autre, là, regardez, avec un chien qui est assis à côté d'elle. Avec l'animal de compagnie. Il y a aussi bien des personnages, il y a des animaux, il y a des scènes de vie, un couple assis sur un banc. Des choses comme ça, quoi. Franchement, c'est magnifique. En tout cas, moi, je suis émerveillée. Plus je vois et plus je trouve que c'est beau. Donc, vous voyez. En tout cas, une très très belle exposition. On va rappeler les dates. Alors, c'est le samedi 27 janvier à partir de 14h. Donc, à la galerie Dalle 15, qui est située au lotissement Bouchaoui, en face de la forêt de Bouchaoui. Donc c'est très facile à trouver. Et puis aussi, moi je n'ai pas d'invitation ici, il y a c'est-à-dire que s'il rentre dans, comment on appelle, parce que moi je suis nulle, hein, ah d'accord, pour rentrer en voiture. La position, voilà. Vous alors, pouvez utiliser Voilà. Donc ça les amène jusque devant la galerie. Très bien. Donc la galerie Dalle 15 du 27 janvier jusqu'au 27... On va la garder un mois. D'habitude c'est 15 jours, mais là c'est tellement beau et je voudrais que le maximum de personnes aient le temps de venir voir cette exposition. Eh ben, je suis ravie. J'espère que les téléspectateurs on aura donné envie d'aller voir. Et personnellement, c'est mon but d'être venu ici. Voilà. Merci beaucoup Zahia Guilimi. Merci d'avoir été là. Merci à vous et merci à Canal Algérie parce qu'on m'a toujours donné l'occasion de venir et de parler de peintre parce que c'est moi ma passion et surtout mon domaine c'est la peinture puisque la galerie existe déjà depuis 28 ans. Donc ça fait quand même pas mal d'années et j'ai découvert et j'ai lancé beaucoup d'artistes et je suis vraiment très contente. Très bien. Merci beaucoup en tout cas et j'espère vous retrouver bientôt pour d'autres expositions. Oui, il va y en avoir. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci à vous. On continue donc, vous êtes toujours dans votre émission Bonjour d'Algérie et tout de suite je vous propose de suivre un sujet, donc c'est de Baqi Boukhalifa et c'est une exposition qui se passe à Zouar Art. On regarde et on revient. Reza Rouh al-Rouh, une exposition à la galerie Zouart de l'artiste caricaturiste Baqi Boukhalifa. Une exposition qui vise principalement la cause palestinienne, la souffrance du peuple palestinien, leur résistance, notamment l'opinion internationale à travers le monde.
Bon, la thématique de l'exposition, c'est toujours c'est de parler de la barbarie et la violence que les sionistes contre nos frères et sœurs palestiniens à la bande de Gaza et la Palestine en général. J'ai essayé de montrer ma solidarité avec mes frères et sœurs. Et comme un artiste et comme un Algérien, comme un musulman et un arabe, et parce que c'était une cause juste, les planches, les 36 planches que j'ai exposées dans cette exposition traitent le sujet en général et dans différents points. On peut citer, par exemple, le premier point, c'est montrer la barbarie des sionistes contre les Palestiniens. Des œuvres d'art contemporain, des couleurs qui illustrent la guerre, le noir pour le deuil et la couleur dominante reste le rouge, la couleur du sang. Le sujet déjà est exigeant. Il laisse pas beaucoup de choix pour choisir d'autres couleurs. La couleur rouge et la couleur noire et gris, c'est des couleurs qui sont des couleurs dominantes dans cette thématique. Le sang et le noir, c'est la couleur de deuil, si vous voulez. En plus des planches, une mise en scène était présente, une touche artistique exceptionnelle avec des enfants comédiens pour mieux illustrer le vécu du peuple palestinien. On a essayé de mixer entre la caricature et le théâtre pour refaire la scène. C'est une sorte de tableau artistique et j'ai eu l'honneur de le faire. C'est une scène très émouvante. Moi je dis, si nous perdons la Palestine, on perd notre dignité. J'ai créé une petite scène avec des enfants pour exprimer cette cause, c'est-à-dire en direct. Peut-être que j'ai travaillé comme si je suis un dessinateur et un artiste qui travaille avec les formes et les couleurs. C'est pour ça que j'ai essayé de faire une sorte de sortir de ramener, de faire quelque chose d'exceptionnel. L'exposition Gaza Rouh al-Rouh se poursuit jusqu'au 25 janvier. En solidarité avec le peuple palestinien, pensez à faire un tour. Voilà, donc de retour sur notre plateau et comme je vous l'avais annoncé tout à l'heure, j'ai le plaisir de recevoir Sid Ahmed Malou. Bonjour. Bonjour, le plaisir est à moi. Merci pour l'invitation. Alors, merci d'être là. Et ce matin, tu vas nous parler donc de ton travail, de ta passion et de tout ce que tu fais d'assez particulier. Alors, ouais. tu parles de marketing, tu essaies de vulgariser qu'est-ce que le marketing d'une manière très particulière. La première question que je voudrais te poser, c'est comment t'es venue l'idée et pourquoi ? Alors, l'idée est venue en 2022-23, lorsque on a remarqué qu'il y avait beaucoup d'intrus, beaucoup de gens qui prétendent avoir des connaissances dans le marketing et qui arnaquaient en quelque sorte et les clients et le consommateur. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire un contenu destiné pour tout le monde et l'histoire d'informer, sensibiliser, expliquer. Et vulgariser surtout en Darja pour que tout le monde puisse me comprendre. Voilà, le plus important c'est ça, c'est le mot vulgariser parce qu'en fait ce que tu fais c'est que tu essayes, on va dire, de simplifier, de ne pas trop employer employer les mots techniques, mais en fait les aborder différemment de façon à ce que le plus grand public puisse comprendre. Oui, tout à fait. En fait le challenge c'était entre faire un contenu 100% francophone ou un contenu 100% arabophone. Donc moi je me suis dit il faut trouver un point commun entre tous les Algériens qui est Darja. Donc peut-être on peut trouver, par exemple, nous avons l'ancienne génération qui est plus francophone, la nouvelle qui est plus arabophone, anglophone, beaucoup plus. Donc je me suis dit, trouvons un point commun, expliquer en Darja, comme ça les professionnels vont me comprendre parce que c'est un dialecte très simple, mais aussi même les gens qui n'ont pas de connaissances dans le domaine auront l'occasion de découvrir ce qu'on fait et le marketing en général. Très bien. En fait, comment on va dire, les internautes ont abordé ton idée?
Ça s'est passé comment au départ? Au début, c'était un peu bizarre, même pour moi, comment simplifier ou trouver le mot, parce que lorsqu'on va sur Derja, des fois, on a du mal à trouver le mot, des fois. Mais juste après, ils ont très bien accueilli l'idée, surtout lorsque je suis passé vers le support vidéo. Donc, ils ont vu mon langage, etc. Des fois, je donne des maani en Derja juste pour qu'ils puissent comprendre la situation. Sincèrement, au début, c'était un peu compliqué lorsqu'on part sur un support écrit, par exemple un post, etc. Mais lorsque je suis passé vers les vidéos, c'était super. En fait, c'est vrai que c'est plus simple. Enfin, c'est plus simple. Pour moi, par exemple, personnellement, c'est vrai que c'est plus sympathique quand on voit la personne. Quand on a la personne en face de nous, on va dire qu'on comprend mieux, surtout si cette personne simplifie, surtout s'il y a cette... en plus, on arrive un petit peu à voir la sincérité de la personne, parce qu'on est là, il ne faut pas se mentir, il y a d'abord l'apparence, on regarde un petit peu l'apparence, après on écoute, et il y a quelque chose ensuite qui s'installe. Est-ce que c'est important pour toi, tous les commentaires qu'on te dit? J'imagine que tu prends en considération toutes les questions, tous les commentaires, oui, pour bien pouvoir sûr. nourrir ton... Bien sûr, des fois, il y a le commentaire qui est c'est-à-dire qu'on me reproche le plus, la remarque qu'on me reproche le plus, c'est des fois, j'opte beaucoup plus pour le français, mais c'est parce qu'il y a des mots techniques qu'on n'arrive pas à les traduire en arabe. Donc tu es obligé de les garder. Voilà, des fois je suis obligé de les aborder et de les dire en français. Mais sinon, juste après, que ce soit en story ou là, sur d'autres vidéos, j'essaye de simplifier les choses, je fais des recherches et tout afin de trouver le mot adéquat pour l'expliquer. Donc ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait à peu près une année que je suis sur les réseaux. Alors depuis les premiers mois, les premières semaines jusqu'à aujourd'hui, parle-nous un petit peu de l'évolution. Alors au début, je vais parler de mon évolution personnelle. Oui. Au début, j'étais un peu timide, un peu hésitant. Première fois sur les réseaux, j'ai pas l'habitude j'ai pas l'habitude de prendre mon téléphone juste et parler, etc. Mais je me suis habitué et il y avait une acceptation. J'ai commencé à bâtir une famille, je ne vais pas dire une communauté, mais une famille. Les gens ont commencé à me faire confiance. Il y a beaucoup d'étudiants qui me suivent et ils me disent « Ah ouais, on a envie de faire comme toi. Qu'est-ce que tu nous conseilles? Qu'est-ce qu'on doit faire, etc. » Sincèrement, c'est un honneur pour moi et ça me fait toujours plaisir de recevoir leurs messages. Donc, je pense que, alhamdoulilah, je suis pas encore arrivé là où j'ai envie d'arriver, mais pour l'instant, alhamdoulilah. Bah, très bien. Bah, tu as plusieurs casquettes aussi. Ouais. Limite, je vais te dire, tu as plusieurs vies, Ouais. puisque en parallèle, tu fais donc aussi des activités avec les enfants où tu proposes des cours de soutien, où tu proposes aussi plein d'activités pour les enfants hospitalisés. Parle-nous un petit peu de ça. Alors, il y a 3 ans, j'ai décidé de créer un groupe de bénévoles qui s'appelle Rana Ma'ak. Donc, c'est un groupe qui donne des cours aux enfants hospitalisés, donc des cours de soutien, voilà, on a les des images. cours Voilà. pédagogiques. Donc là, par exemple, c'était au service oncologie pédiatrie à l'hôpital Mayo. Donc, au début, c'était un peu compliqué. On a commencé juste après le Covid. Les parents avaient un peu peur, mais alhamdoulilah, on a eu le bon encadrement des médecins, du chef de service et tout. Ils nous ont super bien encadrés. Ils nous ont assistés surtout par rapport aux cas. Parce qu'il y avait des cas très sensibles, donc on ne pouvait pas nous rapprocher et tout. Mais quand même, on a pu les faire à distance. Ils sont dans leur chambre, nous à la salle, et on fait des cours à distance. On fait quand même aussi des visites guidées à distance, c'est-à-dire il y a des personnes à travers le monde qui sont connectées directement avec les enfants à travers un data show ou un grand écran, où on fait des visites guidées. Ils pourront apprendre une nouvelle langue, découvrir de nouveaux endroits et en même temps communiquer. D'accord. Donc Ouais. l'aventure a commencé il y a 3 ans. Qui était avec toi, on va dire? Qui a été partant pour cette aventure? Bon, d'abord, comme toute personne, c'est la famille. Mes parents m'ont vraiment déjà encouragé, mais supporté surtout les premiers temps, c'était un peu compliqué. Mes parents m'ont appris que aider les gens n'est pas une option, c'est une obligation. Donc, ma mère est professeure, toute ma famille, je suis grandi dans un milieu de professeurs.
Et donc tu as eu rapidement, on va dire, le goût de Exactement. l'enseignement et du partage, parce que Exactement. ça reste partager ses connaissances, c'est très noble. Tout à fait, et je voulais avoir une valeur, c'est-à-dire je voulais apporter une valeur ajoutée. Donner un cadeau, c'est un truc physique, tangible, que l'enfant peut oublier ou jeter, mais quand on lui transmet un savoir ou on partage un moment avec lui, un moment de joie et de bonheur, il ne va jamais t'oublier. Mais jamais. C'est clair. C'est vrai que c'est des moments particuliers. Exactement, c'était le but. Et j'essaye d'intérioriser et toutes les bonnes choses qu'il y a à l'extérieur, j'essaie de les transmettre à l'enfant qui ne sort pas de sa chambre. Sachant que, en fait, avec l'enfant hospitalier, c'est un peu particulier parce qu'on sent une certaine maturité qu'on ne trouve pas chez les enfants chez les enfants du même âge qui sortent, qui jouent le plus normalement possible. Donc c'est pour ça peut-être que le fait que ces enfants, on va dire, ont un monde un peu plus ou moins réduit, hein, donc votre venue, en fait, ta venue toi et toute ton équipe est réellement, on va dire, un moment très particulier pour eux. Ouais, tout à fait. En fait, à chaque fois, lorsque j'aborde l'idée de, voilà, je donne des cours et tout, pour l'instant, aucune personne ne m'a refusé pendant 3 ans. Chaque fois que j'essaie d'aborder le sujet ou juste je propose à quelqu'un, tu sais, à chaque fois qu'on croise quelqu'un, ouais, si tu veux faire des cours pour les enfants, ah ouais, ils viennent, que ce soit en hiver, en été, pendant les vacances, il y a des gens même qui laissent des fois leurs préoccupations, leur travail midek et ils viennent nous assister les enfants et je ne pourrais jamais décrire le moment partagé avec eux. C'est juste incroyable. C'est incroyable. Est-ce que tu as une anecdote ou un moment comme ça un peu particulier qui te reste encore en tête? Bon, j'imagine qu'il doit en avoir plein. Alors, en fait, une fois, il y avait un certain Zeki. Donc Zeki, c'était le plus ancien, l'enfant le plus ancien au service. Donc notre première fois à l'hôpital, il est venu. Donc on a discuté avec les médecins, etc. C'était comme notre premier examen. Donc ils nous ont dit, si vous arrivez à vous adapter à Zeki, vous avez notre validation. D'accord. Et comme par hasard, voilà. Et Zeki, c'était l'enfant mature, le petit bonhomme qui sait quoi dire, qui sait ce qu'il est en train de faire. Il est même au courant de sa maladie, tous les détails, etc. Donc, d'habitude, généralement, on n'a pas l'habitude de parler à un enfant qui est arrivé à ce certain niveau de maturité. Premier contact avec lui. Salam alaikum, sharakum alaikum, alhamdulillah. Ah, antoum li jitou tqrouna. C'est bon, rakum maana. Ah d'accord, donc adopté. Il nous a adoptés directement et c'était tellement rapide. Et il nous appelle, etc. Sincèrement, je pense que c'était le meilleur moment, avoir une première acceptation directement sans avoir à expliquer ou dire quoi que ce soit. Je pense que il a senti qu'on veut l'aider, qu'on veut apporter quelque chose de bien. Donc, je pense que c'est un des meilleurs moments qu'on a pu avoir. Mais aussi, une fois, il y avait une petite fille qui était en pleine période d'examen et elle ne pouvait pas assister à ses examens. Donc, on a dû lui faire des cours de soutien parce qu'elle allait à l'école, mais durant cette période, elle s'absentait. Et lorsqu'elle a repris les études, elle a repassé ses examens, elle était classée première à l'école. Magnifique. Pour moi, magnifique. c'est un de mes plus beaux exploits. Exactement. Donc, et pour elle et pour toi et toute ton équipe. Oui. Donc, on va dire pari tenu. Ouais. Pari tenu. Dis-moi, comment tu arrives un petit peu à allier? Tu arrives à allier les deux, donc ce que tu fais donc sur les réseaux sociaux et ton travail? Déjà, mon travail, tu veux dire côté réseau, côté Rana Ma'ak, c'est ça? Voilà. D'accord. Il faut savoir que Rana Ma'ak, il n'y a pas que moi. Il y a plusieurs personnes, il y a mes amis, ma famille et tout. Donc, alhamdoulilah, pour l'instant, j'arrive à déléguer. Nous recrutons des fois des étudiants pour le faire. Nous avons des bénévoles, nous avons des membres. Nous sommes, alhamdoulilah, assez nombreux pour qu'on puisse couvrir toute la charge de travail. Et j'ai eu la chance d'être super bien entouré. Donc mes amis savent que je suis sur les réseaux. J'ai mon travail aussi en même temps.
Donc ils sont compréhensibles et ils essayent. D'ailleurs, je les remercie. Ils arrivent à prendre le relais. Donc, alhamdoulilah. En tout cas, magnifique. Bravo pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Pour tout ce que tu fais, Sid Ahmed. En tout cas, c'est un plaisir de te recevoir ce matin. On a été vraiment ravis. Et j'espère que les téléspectateurs, je suis à peu près certaine, donc ils ont apprécié tout ce que tu fais, que ce soit dans le domaine donc, du marketing ou dans le domaine du bénévolat et tout ce que tu fais à côté. Merci beaucoup, Sid Ahmed. Merci à toi. Alors, à d'autres prouesses, Inch'Allah. Inch'Allah. Tu es bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. On continue donc. Bonjour d'Algérie continue. Je vous propose d'apprécier une chanson palestinienne et on revient juste après. أمانة يا مسافر سلم على أهلي وأحبابي في قلبي أنتي يا بلادي حلوة يا ما شاء الله مشتاقة عيني للحارة واللمة وأصحابي ما بنسى ريحة ترابك بلدي حماك الله لا شافوا مثلك عيوني ولا عمري راح ألقى بغلاك يا بلادي والله ترخص لك عيوني وأهديك من عمري وردي على خدك الدافي يا بلادي بعدك على قلبي الأحلى والأغلى أمانة يا مسافر سلم على أهلي وأحبابي في قلبي أنتي يا بلادي حلوة يا ما شاء الله مشتاقة عيني للحارة واللمة وأصحابي ما بنسى ريحة ترابك بلدي حماك الله ميل عنا وخد لك صورة لا تبقى ببالك محفورة وببلدي خد لك قصدورة وطل علي يابا طل علي ميل عنا وخد لك صورة لا تبقى ببالك محفورة وببلدي خد لك قصدورة وطل علي يابا طل علي De retour sur notre plateau et j'ai le plaisir de recevoir Mokhtar Hamani. Bonjour. Bonjour Mariam. Comment vas-tu? Vous allez bien? C'est toujours un plaisir de venir au plateau de Bonjour d'Algérie qui nous a vu naître, puisque c'est à partir du Bonjour d'Algérie que les têtes d'affiche, les journalistes prennent leur envol. C'est un peu le vivier. Hein. Ah oui, c'est le vivier de. On passe par on est Bonjour tous passés par le Bonjour pour. En tout cas, on est ravis de te recevoir aujourd'hui. Alors, fin hier de la première journée, une première journée plutôt prolifique en but. Ah oui, en 12 matchs, il y a eu 27 buts inscrits, ce qui dénote de l'importance que donnent les équipes, différentes équipes nationales à ce rendez-vous continental qui a pris place dans le calendrier de la Fédération internationale de football. Désormais, aujourd'hui, l'Afrique a su forcer le respect au football mondial et donc d'où l'importance de ce rendez-vous. Donc 27 buts inscrits et le spectacle est garanti à chaque rencontre. Ah, très bien. Et l'occasion également de parler de l'organisation et surtout ce qui marque et ce qui distingue chaque édition. Cette fois-ci, vous avez dû remarquer que les drapeaux des différentes nations participantes sont affichés dans les stades et dans les villes. Notre envoyé spécial, Smaïl Ben Khaïdia, n'a pas raté l'occasion pour un petit peu en savoir plus sur la confection des drapeaux, dont le drapeau et l'emblème national algérien. Je vous propose de suivre ce reportage et revenir juste après pour débattre d'autres aspects importants de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est dans ce petit atelier au centre de Bouaké que sont confectionnés les drapeaux des équipes participantes à la CAN ivoirienne.
poussant les artisans, à l'image d'Ahmed et son frère Issa, à se mettre au diapason de la grande fête du football africain. Bon, depuis que la CAN a commencé, bon, on fait ça plusieurs fois pour des gens. Même le jeu quand Algérie a joué, on a fait plus de 80 drapeaux pour les gens. Le drapeau algérien est à l'honneur puisqu'il est produit en grande quantité pour répondre à la forte demande des supporters en général et des Algériens en particulier. Je peux dire peut-être après la Côte d'Ivoire, il y a le Burkina, le troisième c'est l'Algérie. Voilà, par la grâce de Dieu, avant-hier, le jour quand l'Algérie a joué, il y a pu faire commande de 80 à 100 drapeaux. Les couleurs nationales flottent sur les mois ivoiriens dans les rues de Bouaké et surtout au stade de la Paix. Donc l'Algérie, après avoir fait match nul, j'imagine qu'elle a une revanche à reprendre. Oui, elle doit se ressaisir samedi à partir de 15h, un horaire différent. On a joué le premier match face à l'Angola, donc c'était à 21h. Cette fois-ci, ça sera à 15h. Sous une chaleur suffocante, certainement. Ça sera face au Burkina, lui, qui a réussi son entame de compétition en battant l'équipe de la Mauritanie 1-0. Ça n'a pas été le cas de la troupe à Jamal Belmadi. Donc, occasion de rachat samedi face à l'équipe burkinabé. Et l'occasion s'est présentée à Smaïl Belkaïdia de se prêter un petit jeu de pronostic avec les journalistes spécialistes en matière footballistique pour un pronostic concernant ce match et leur avis sur la rencontre de samedi face au Burkina Faso. Ça sera à partir de 15h. Les deux équipes se connaissent très bien. L'Algérie et le Burkina se sont rencontrés à plusieurs reprises, aussi bien dans la CAN que dans les éliminatoires de la Coupe du Monde. Mais pour ce match de samedi, il faut dire que la pression est plutôt du côté algérien, puisque le Burkina est en tête de poule avec 3 points, l'Algérie a 1 point. Donc un seul match nul suffit au Burkina pour déjà amorcer, avoir un gros pas au second tour. Il va être aussi un match assez enlevé, surtout que l'Algérie a obligation de résultat. Maintenant, le Burkina va peut-être essayer de contenir pour se qualifier parce que l'Algérie, c'est l'équipe favorite du groupe. Donc, il va falloir jouer et pourquoi pas rapidement se mettre à l'abri avec une qualification. Parce qu'avec même un match nul, le Burkina serait à l'abri. Donc, éviter de perdre. Et l'Algérie va être obligée de gagner. Donc on s'attend véritablement à un match qui va être assez ouvert et assez intéressant aussi. Le Burkina va avec l'avantage de la première victoire, donc c'est 3 points, c'est pas rien. Alors, psychologiquement, c'est bon pour le moral. Et c'est surtout que cette équipe du Burkina Faso a cette possibilité à travers cette deuxième journée d'obtenir son ticket pour la suite de la compétition. Et à l'opposé, donc, on a cette équipe d'Algérie qui est capable d'accrocher en fait ce Burkina Faso, qui va devoir batailler dur, simplement parce que ce genre de compétition, à un moment donné, ça ne se joue pas, ça se gagne. Mortar, en 12 rencontres, il y a eu de très beaux buts. Je le disais tout à l'heure, 27 buts au total, et parmi ces buts, on a sélectionné les beaux buts qui ont été inscrits. Comme quoi, cette Coupe d'Afrique des Nations est en train de réussir. Je propose les meilleurs buts de cette CAN. الهدف الاول يبحث عن مرور عن مراوغه عن عرضيه عادت لكراسو السلام يا السلام الهدف الثاني ياتي في هذه with a fourth-minute goal to send it to Randall. And then Ismail Assar into Lamine Camara, the young 20-year-old. Pick of the match, lovely swivel and turn from Iliman and Jai, and what an outdoor finish. From Camara for his second Emma Dorder with a back in, and with some fierce good impressive return back to Bayo. The time is on the clock after against the 10 men. Cameroon get their way back early in the second half. Delicious touring.
حمراء 5 كانت مباشرة وهذا الهدف الأول وهذا الهدف الأول إنه بنجاح مونتريال بابكر طلاوري يفتتح باب التسجيل بيرتراند طلاوري. Belle sélection de buts. Très belle sélection, effectivement. Surtout le but de Bounjah. Bounjah, Mes filles ont sauté. Très beau but et surtout la belle passe à signaler de Belaïli, le revenant en équipe nationale, qui s'entend bien avec l'autre Orani du groupe. Donc justement, on les a vus, il y a eu cette danse. Ils ont été surtout, ils sont passés par la même école, celle d'Oran, et là ils font le bonheur de l'équipe nationale algérienne et leurs clubs respectifs, et ça se voit sur le terrain, la parfaite entente. C'est important quand il y a cette complicité entre les joueurs. Bien sûr, sur le plan feeling, donc déjà les deux joueurs se connaissent et ils connaissent un petit peu les faiblesses et les qualités de chacun d'eux. Et donc, ils peuvent jouer, je peux dire, les yeux bandés. Hein. Donc, ça s'est vu à travers cette passe lumineuse sur Bounjah qui inscrit ce but. Et on croyait qu'il allait y avoir d'autres buts. Malheureusement, il y a eu la réaction de l'équipe angolaise qui a égalisé dans la deuxième partie de la rencontre. Alors, dommage que son deuxième but n'a pas été pris en considération par l'arbitrage. Il y avait un léger hors-jeu. Donc sinon, ça aurait été le meilleur but de cette Coupe d'Afrique des Nations, avec un contrôle de poitrine et retourné acrobatique, un chef-d'œuvre. Ce n'est que partie remise, j'espère. Inch'Allah, peut-être avec le Burkina Faso. C'est vrai, avec les équipes de moindre envergure par rapport au classement FIFA et classement CAF de l'équipe nationale algérienne, les autres équipes, comme le Burkina Faso, les gros cylindrés, on a l'habitude de faire de grands matchs. On espère une réaction de l'équipe nationale algérienne et de la troupe à Jamal Belmadi. Il y aura peut-être des remaniements au niveau de chaque compartiment, notamment en attaque, pour un petit peu que l'attaque soit prolifique en but et réussir cette CAN et effacer l'échec surtout de 2022 et revenir au meilleur niveau comme ça a été le cas en 2019. Oui. Inch'Allah. Inch'Allah, c'est ce qu'on espère pour l'équipe nationale algérienne. Pour les supporters qui sont en nombre sur place, et là on remercie le geste de l'État algérien, le président de la République, qui a facilité la tâche aux supporters en diminuant d'abord le prix du billet d'avion pour permettre aux supporters de se déplacer. Et c'était nombreux quand même. Hein. Ils étaient nombreux, plus de 2000, sans compter ceux qui sont venus des différents autres pays. Et on est connu, on met une ambiance, on met une ambiance folle quand même. Hein. On est un petit peu connaisseurs en la matière, on a le savoir comment aider, surtout à aider le joueur à se transcender et représenter dignement les couleurs nationales. Oui, Inch'Allah. Alors on va passer peut-être au handball ? Oui, c'est une autre Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en même temps. Elle se déroule en Égypte. Hier, bonne entrée en matière de l'équipe nationale algérienne qui a disposé. Ou avant de parler de handball, si vous permettez, le programme de la journée. Aujourd'hui, il y a d'autres matchs, d'autres affiches concernant cette Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, comptant pour le groupe A, il y a la Guinée équatoriale qui va jouer l'autre Guinée, ça sera à partir de 15h, Guinée-Bissau, ça sera au stade d'Abidjan, donc, et Bempé, le stade s'appelle comme ça, et Côte d'Ivoire-Nigeria, ça sera à 18h, au même stade. Là également, c'est une belle affiche, sans oublier celle qui se déroulera pour le compte du groupe B à partir de 21h, Égypte-Ghana. Les deux équipes ont perdu leur premier match et ils doivent se racheter pour cette seconde journée. Ça sera à Abidjan, à Félix Houphouët-Boigny. C'est le nom du stade. Très bien, d'accord. Voilà, pour clore en beauté cette spéciale Coupe d'Afrique. Voilà, on va pouvoir encore regarder, suivre les matchs. Hein. Voilà. Le handball, le deuxième sport populaire également, avec cette Coupe d'Afrique des Nations. Pour l'Algérie, il ne faut jamais oublier ce palmarès pour l'équipe nationale algérienne, qui a bien débuté sa participation dans cette Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule, encore une fois, je le rappelle, en Égypte. Victoire face à la sélection gabonaise 31-27, 16-12 à la mi-temps. Un petit peu fébrile le 7 national, qui a pu revenir dans la fin de la deuxième partie pour décrocher cette première victoire, en attendant celle qui va se dérouler demain
à partir de 17h face à la deuxième équipe du groupe, à savoir la Libye. Là également, un autre derby pour l'Algérie avant d'affronter le Maroc. Ça sera pour la dernière journée du groupe A. Donc elle se finit quand la CAN Le 17, c'est pendant une dizaine de jours. Une dizaine de jours. Voilà, 10 jours. 17 au 27. Très bien. 17 au 27. Voilà, espérons avoir été complet en matière de sport aujourd'hui et avant de reprendre les autres disciplines juste après les 2 Coupes d'Afrique des Nations. Allez, je vais profiter que tu es là en tant que spécialiste. Dis-moi, pour samedi, tu vois le match comment? C'est difficile de mettre ou de placer un quelconque pronostic, mais espérons qu'il y aura. On attend cette réaction de l'équipe nationale algérienne, parce qu'il faut reconnaître que le doute s'est un petit peu installé. On va dire que c'était une première journée, c'est difficile en termes de compétition pour toutes les équipes. Pratiquement, on a vu l'Égypte perdre son premier match, plutôt faire un match nul. Le Ghana qui a perdu son premier match. La Tunisie également, mondialiste, qui a perdu son premier match face à la Namibie qui a décroché sa première victoire en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Donc, entame difficile pour beaucoup d'équipes, dont l'équipe nationale algérienne. Oui. Espérons qu'il y aura réaction et qu'on pourra. Parce que si le Burkina enchaîne une deuxième victoire, le Burkina sera qualifié et nous, on sera dans le doute et on attendra la troisième rencontre face à la Mauritanie. Et là, on doit faire bonne figure pour se qualifier. Est-ce que le climat joue aussi, Mokhtar? Est-ce que c'est un élément qui... 35 degrés en pleine journée, donc on passe de la saison hivernale chez nous à un climat équatorial, et ce qui donne un petit peu ce changement, mais il faut rappeler que l'équipe s'est déplacée au Togo pour un stage, le taux d'humidité également qui est très élevé. Très élevé, donc ça empêche de faire surtout des accélérations et une dépense énergétique importante. Donc heureusement qu'on était en stage au Togo une dizaine de jours avant le début de cette Coupe d'Afrique des Nations. Une question de s'adapter, s'acclimater au climat, mais je peux dire que comparément aux équipes africaines qui sont habituées au climat, donc c'est difficile à gérer, mais c'est valable pour toutes les équipes. Hein. On doit s'adapter, c'est ça l'Afrique. D'accord, voilà. D'accord. Très bien. Voilà, Mokhtar, qu'est-ce qu'on pourrait encore dire à nos téléspectateurs, bon, mis à part samedi? Bon, le fait que surtout le match sera retransmis par la télévision algérienne qui a acquis le droit de diffuser et de retransmettre 17 rencontres sur les 52 matchs qu'il y a au programme, ce n'est pas rien, dans les matchs de l'équipe nationale algérienne. Et donc le téléspectateur algérien est encore une fois servi en matière de retransmission footballistique. Voilà, franchement, on est gâtés. On est gâtés avec les commentaires de nos confrères et surtout de nos collègues, Bilal Benari, ceux qui sont en place surtout. Savoir Jamal Boltiour et Ismaël Belkhadia qui est sur place pour couvrir l'événement pour Canal Algérie. On a vu franchement un très très beau reportage qui nous a fait donc, sur la confection des drapeaux, donc les drapeaux algériens. Ce qui est positif avec Ismaël Belkhadia, il a cette double casquette de journaliste sportif et culturel, donc ça se voit à travers ses déplacements, que ce soit en Afrique ou dans d'autres pays. Donc il est toujours à la recherche des sujets, de la matière, non seulement en matière de sport, mais dans d'autres domaines, la culture, donc on va être gâtés, on va être gâtés, on aura une espèce de mix entre tout ce qui est culture et sport. Culture et sport. Ils font d'ailleurs bon ménage. Exactement. Donc vraiment, en plus, il faut savoir que nous, les Algériens, on est très attachés, surtout au football. Hein. Il y a de temps en temps comme ça, là où je rentre, quand je fais mes courses, où on passe, il y a toujours, surtout après les matchs, hein, il y a de gros débats, très très gros débats, et des fois, vraiment, on y met du cœur, même des fois, on a l'impression qu'ils sont en train de se disputer. Même les femmes sont associées. Ces derniers temps, les femmes à la maison, à la cuisine, donc elles ne sont pas faites que pour faire la popote, mais elles sont présentes donc, quand il s'agit de matchs de l'équipe nationale pour
décortiquer, parler, suivre, encourager. Donc, je vais te raconter une anecdote, Mourtal. J'ai pris un taxi juste le lendemain. Ah ouais, c'est moi. Donc j'ai pris un taxi le lendemain du mat. Le taxieur était là, me dit ouais, on aurait pu mieux faire. Bien entendu, c'est clair qu'il y avait encore cette frustration. Et en fait, il cherchait sur les réseaux sociaux. Oui. Il y avait apparemment une influenceuse, ou en tout cas c'était une jeune femme qui était dans des gradins et qui a partagé sur les réseaux sociaux. Oui. Donc l'ambiance du stade. Et franchement, tout le monde était friand. Il me disait j'aurais voulu encore plus voir les gradins. Donc voir un petit peu l'ambiance qu'il y a dans les gradins. Ce qui est bien, c'est que les temps ont changé aujourd'hui. Il n'y a pas que la télévision, la radio. Il y a le fait d'avoir un smartphone, donc partager ses images et ses avis sur donc, les réseaux sociaux. Ça donne un plus à cette promotion d'un événement comme la Coupe d'Afrique des Nations. On a vu, il y a beaucoup de matière qui circule sur les réseaux sociaux qu'on peut même exploiter, la matière positive bien également. Bien entendu, bien entendu. Vous venez de citer cette jeune demoiselle qui nous transmet ce qui se passe un petit peu en Coupe d'Afrique des Nations, en Côte d'Ivoire. Et donc les belles images, elles existent sur smartphone et voilà. On s'en réjouit. Et sur la télévision nationale. Sur la télévision nationale. Bien entendu, le match. Donc rendez-vous, moi je suis pressée, pour une fois je suis pressée d'arriver à samedi. Voilà, samedi à partir de 15h, donc Algérie, Burkina Faso. Il ne faut pas oublier le handball. Demain, à partir de 17h, Algérie, Libye, un beau derby, espérant une deuxième victoire pour le 7 national. Super, merci beaucoup en tout cas. Ça fut un plaisir. J'espère que tous les amateurs de sport en général seront servis les jours prochains. Inch'Allah. Voilà. Merci beaucoup, Mourtal. Demain, vous aurez droit à Sid Ahmed Bouraïb. Oui. Il sera ici présent pour ça sera avec Nour Houda. Voilà. Très bien. Et Riyad qui reprend Riyad Belkhadim dimanche. Dimanche, Inch'Allah. Voilà, nous on arrive à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. L'émission a été préparée par Amel Almi et Meriem Akek. J'ai été donc ravie d'être avec vous pendant 1h30. Restez toujours sur les programmes de Canal Algérie. Et demain matin, donc vendredi, vous retrouverez Nour Houda dans votre émission. Merci de nous avoir suivis et au revoir. يا بلادي حلوة ما شاء الله مشتاقة عيني للحارة واللمة واصحابي ما بنسى ريحة ترابك بلدي حماك الله لا شافوا مثلك عيوني ولا عمري راح ألقى بغلاك يا بلادي ترخص لك عيوني واهديك من عمري وردي على خدك الدافي يا بلادي بعدك على قلبي الأحلى والأغلى أمانة يا مسافر سلم على أهلي وأحبابي في قلبي انتي يا بلادي حلوة ما شاء الله